So to tackle this topic of longevity and long-term care, with me I have Hélène Suhan and Jean-Michel Ricard, and I'm going to start by asking them to introduce themselves very briefly. Alors, Hélène Suhan, je sais pas comment on dit délégué général du coup en anglais. General delegate. I'm general delegate of a chair that is called Economic Transition and Demographic Transition, and we've been working on the aging issue for now 4 or 5 years. And during our work, it seems that the intergenerational question appears to be a key issue for tackling the aging issue, financial issue, but economic issue too, and the question of how do we live together with now 5 generations and not just only 3. So that's the question we are working on lately, last years and this year too, just to bring some, we're trying to bring some new result, just to see how we can organize a new social security system based on 5 generations and not only 3, and with the opportunity, of course, to live longer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Michel Ricard, je suis l'un des cofondateurs d'un groupe associatif qui a vu le jour il y a une quinzaine d'années à Strasbourg en France. Ça nous fait bizarre d'être là parce qu'il y a plein de personnalités, des compétences. Nous, on n'est que des profs de sport, avec un slogan qui est, on parle souvent de donner des années à la vie, nous c'est donner de la vie aux années, avec notre logo qui est, on est très corporate, donc on a les t-shirts qui est le sourire et la banane. Et le principe est très simple, je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure, c'est comment on peut changer la vie des gens à travers une activité physique, voilà, adaptée selon les envies, les capacités et les besoins des personnes. Et au-delà du sport santé, comment cet outil qui est juste magique, voilà, peut avoir un impact sur la vie des gens au niveau physique, sur le maintien des capacités, retrouver ses capacités aussi, au niveau cognitif, sur la prise de risque, la confiance en soi. C'est pas parce qu'on a les premiers signes de handicap ou de dépendance qui arrivent avec l'âge qu'on doit rester cloîtré chez soi, on doit continuer à prendre des risques, parce que la prise de risque c'est juste la vie et la liberté, et l'activité physique peut être juste un élément essentiel dans la vie de ce déclenchement de changement de comportement. Et au niveau social, c'est un merveilleux outil lien social quand il y a une vraie pédagogie associée. Et je vais vous raconter rapidement l'histoire de Ciel Bleu et pourquoi on a fait ça, un peu cette aventure et là où on en est et là où on va petit à petit. Okay, thank you. And just to add 2 things, so Hélène's research chair is in fact chaired by Professor Jean-Hervé Lorenzi, and it's based at University Paris Dauphine. And also Jean-Michel's association is also has also some partnerships with some insurance companies and some mutual insurance companies to make some prevention of certain risks of impairment and disability. Okay, so we're going to start the economist view of long-term care and longevity issues. Previously, yesterday, we had the opportunity to hear a member of French Parliament, Mr. Denis Jacquat, who told us that we came from a time where we had 7 people working for 1 retiree. Now it's 1.3 for 1 retiree in France. And we had also a talk by Dr. Henning Bohn from UCSB at the end of the academic day on intergenerational risk sharing. And this topic of intergenerational risk sharing is important for us in the Lolita project too, because it corresponds to the last part of our project. And so when we discuss this with my colleagues, for example with Caroline Hilleret, who is in the room, it seemed that the model for growth, for the evolution of economic growth in intergenerational risk models, seem to have a
a big importance from the point of view of different persons in the conclusions of Henning Bohn. So my first question is the following. Can you provide some first views, some first results on macro demographic conclusions and intergenerational equilibria that you could have with your research chair or in other studies? I think most of you are aware of the issue of aging and the issue of shifting from a dynamic demographic society to an aging society. But the main part in our economic view is that when we say that we have that growth, demographic growth for the last half of century, and now we're entering an aging society, we almost forgot to say that that's also the part of economic growth. Economic growth is half demographic growth and half productivity growth. And now that we lost the demographic growth, we need to count on productivity growth. And the issue for Europe or for the aging or developed country is that now that you lost the demographic growth, you need to, well, find a new way, just not to reduce what we call the, I might switch in French if it's too complicated, it's just, you have the social security system is financed by the workers. And now that the workforce is reducing, so you have a real issue. You have a real issue of integrating the young people on one side and the older people that are willing to work a little bit longer. So that's European issue, but that's the real issue in the aging society, because you lost that demographic growth. So you do not have that equilibrium that was 40 for the young and 40 for the young, 40 for the workforce. And, bon, je pense que je vais y aller en français. En fait, vous avez perdu, comme on a perdu sur les 50 dernières années, on avait le moteur démographique du baby boom sur les 50 dernières années. Et qu'on est en train de basculer depuis 2010 sur un nouvel équilibre démographique où en fait on bascule d'un système où on a 3 générations vers 5 générations. 5 générations. More slowly because she's going to die in the... It's not yet Google that translates. Donc je vais y aller plus doucement. Yeah. Et c'est vrai que le vrai changement, le vrai marqueur pour l'économie et pour la macroéconomie et pour le financement, le vrai sujet de la société vieillissante, c'est un sujet de financement du système de redistribution. Puisque effectivement aujourd'hui le vieillissement, c'est plutôt un vieillissement en bonne santé et le cœur des actifs, aujourd'hui la population française, le cœur des actifs est stagne. Donc on n'a pas de croissance démographique et c'est en ça qu'on a perdu un moteur. Par contre, on a une population active qui stagne, donc elle ne décroît pas. Donc c'est plutôt un plus, mais on a de l'autre côté, effectivement, beaucoup plus de retraités, aujourd'hui bien portants, avec un risque qui est porté vers les fins de vie, avec un risque de dépendance qu'aujourd'hui on n'a pas réussi encore à financer, et le sujet du financement de la retraite est en partie résolu. Donc ça, je vous apprends rien. Par contre, le vrai sujet pour nous, c'est que c'est un équilibre qui va être plutôt stable. C'est pas juste une phase où effectivement on a un boom démographique et on va rebasculer sur une dynamique démographique assez importante. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'asseoir un système de financement de la protection sociale qui prenne en compte ces contraintes démographiques réelles, qui est qu'on est plutôt sur une stabilisation de la population avec pas plus de jeunes et pas plus d'actifs, mais plus de vieux de l'autre côté, pour le faire de manière assez courte, parce que les gains de longévité sont aussi portés aujourd'hui complètement concentrés sur cette génération de baby-boomers, donc de retraités. Donc on a un double moteur du côté des retraités, qui est effectivement leur poids démographique, parce qu'ils sont plus nombreux, et aussi parce que les gains de longévité vont aussi faire qu'ils vont vivre plus longtemps. Donc on a un rééquilibrage à organiser, avec une double contrainte assez forte, qui aujourd'hui on n'intègre pas bien les jeunes sur le marché du travail, où d'une manière socio-économique, on considère aujourd'hui que c'est une vraie phase de transition, ce qu'on avait du mal à considérer auparavant. Avec l'installation du chômage de masse et cette espèce de croissance un peu molle qui s'offre à nous, il y a une vraie phase qui s'appelle effectivement une phase de jeunesse où on transite entre le système éducatif et le marché du travail, ce qui était peu considéré avant, puisque cette espèce de transition, elle se faisait de manière assez mécanique. Aujourd'hui, on a une vraie phase qui s'installe là, et à la sortie du marché du travail aussi, donc c'est au debout du marché du travail qui nous pose problème, donc ce qui est le moteur démographique du financement de la protection sociale.
les seniors à qui on demande de travailler plus longtemps, mais qui ont des taux d'activité extrêmement faibles à partir de 55 ans, alors qu'on souhaiterait, pour des raisons de pur équilibre du système de protection sociale, qu'ils travaillent jusqu'à 65 ans. Donc, si on regarde un peu les chiffres au niveau macro mondial, ça c'est des recherches qui ont été menées par le McKinsey Institute. Sur les 50 dernières années, on avait une croissance à peu près qui était à 3,6% par an. En perdant le moteur démographique, les années à venir, donc 2010 et après, on sera à un taux de croissance qui est divisé par 2, donc 1,8, parce qu'on perd quasiment complètement le moteur démographique qui descend à 0,3% par an. Si on fait travailler les jeunes et les seniors, on peut gagner, on peut doubler ce moteur démographique. Ça veut dire qu'il va passer à 0,6, ce qui n'est pas énorme non plus. Et donc l'enjeu pour nous, si on veut maintenir des taux de croissance qui sont 3%, il faut aller chercher du côté des gains de productivité. Donc il faut comprendre qu'il y a des vrais enjeux derrière et que cette croissance démographique complètement atone, elle impacte fortement la croissance économique. Et en impactant la croissance économique, elle joue sur le mécanisme de redistribution. So we hear a lot about the silver economy. Is it already, from your point of view, a reality, or is it like big data? Will it take some time before it becomes reality? Nicole is laughing. It might take a while since the last 50 years. In fact, the economic status of retiree was pretty good, in fact in France. And for the next 50 years, we are not sure if today the aging can be an economic booster, moteur. And ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, c'est plus facile en français, je suis vraiment désolée. Lentement. Can be in French, but slow. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu ce discours très porteur sur la silver economy avec cette espérance que comme la croissance était molle, on avait de l'autre côté un vrai moteur démographique puisque les retraités étaient en bonne santé. Aujourd'hui en France, parce que le système français est organisé, je ne peux parler que de la France sur ce sujet-là, mais je pense que c'est à peu près vrai aussi sur les autres pays. Le système de protection sociale a plutôt bien organisé la redistribution vers les retraités, ce qui font qu'aujourd'hui, avec d'une part, comme la génération de baby-boom a plutôt bien profité des 30 glorieuses, ils ont aujourd'hui effectivement ce qu'on appelle nous des transferts de revenus privés qui sont importants et des transferts de revenus publics également. Donc ils ont des niveaux de vie et un patrimoine financier arrivé à l'âge de la retraite. Donc on a vu là-dedans une espèce de manne économique qui pouvait financer l'innovation avec des enjeux typiquement qui seraient l'espèce de société de la dépendance, on pouvait investir sur la robotique, booster complètement l'innovation, ils avaient les moyens de consommer, donc ils peuvent le faire. Aujourd'hui, ça reste quand même un terme assez marketing, mais ça a le bénéfice de donner une vision positive de la longévité et du vieillissement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, mais ça reste aujourd'hui en termes de potentialité, parce que si on regarde toutes les innovations qui sont menées en matière de dépendance, elles sont plutôt tous âges. Elles ne sont pas uniquement sur la dépendance. Le petit robot qui est vendu là un peu partout, il est en partie pour les personnes âgées, il est aussi en partie pour les petits-enfants. Et si on regarde les segments de consommation des seniors, aujourd'hui, ils consomment à peu près comme les jeunes. Donc, on n'a pas de moteur aujourd'hui sur la silver economy. Il y a un vrai marché, c'est clair, qui est probablement plus un marché marketing plutôt qu'un marché économique où aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprises complètement structurées qui sont complètement ciblées sur le marché des retraités seniors de manière très spécifique. Donc, la silver economy en tant que telle, elle n'existe pas. Elle peut tirer parce que c'est une masse de consommateurs, mais elle ne peut tirer que par le biais de la consommation aujourd'hui. Il n'y a pas on n'a pas de restructuration majeure de l'économie parce qu'on a tout d'un coup plus de seniors. Donc ça, je pense que c'est aussi alors, malheureusement ou heureusement, c'est une réalité auquel il faut faire face, quoi. Où c'est pas parce qu'on a plus de seniors bien portants que tout d'un coup, on va retrouver un moteur démographique qui aujourd'hui, dans le système et dans la conjoncture actuelle de l'équilibre du système de protection sociale français, complètement assis sur la masse des actifs. Et je pense que ça va le rester pour longtemps. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autre moteur que la croissance démographique des actifs. Okay, thank you. We've heard a lot also in this conference that life expectancy was improving very fast, but during the discussions in the breaks, for example with Michel Denuit, who is here, and Claude Lefebvre, we were saying that there were some studies, like the Eurostat studies that Michel mentioned to me, that concluded that the
life expectancy in good health was not necessarily improving as fast as life expectancy, and that for some populations, in fact, we increase the duration of the life in poor health condition. So my question is regarding people with Alzheimer's disease or with other disabilities, long-term affections. How can we handle those people? And many people use family helpers who themselves do not work. So what's the cost of this, and what are the potential solutions? Alors, c'est vrai qu'on a le sujet de la dépendance en France, c'est un sujet assez prégnant, puisque aujourd'hui, la dépendance en France est peu couverte. En tout cas, elle ne couvre pas suffisamment pour les besoins des personnes dépendantes. Donc, on a mené une étude avec la Fondation Médéric Alzheimer, qui a été menée par un chercheur qui est Emmanuel Plisson, et on trouve des résultats assez intéressants. Je pense que sur les chiffres macro, vous les connaissez, ou en tout cas, pour le cas de la France, c'est vrai que c'est une prise en charge pour partie par des dépenses publiques, l'équivalent de 20 milliards, et que des chiffres qu'on connaît moins, c'est que la prise en charge de l'aide informelle, donc tout ce qui est aide familiale, c'est équivalent. Donc c'est quasiment du 1 pour 1 aujourd'hui. Donc l'équilibre sur lequel on est assis aujourd'hui, c'est d'un côté effectivement une prise en charge publique, et de l'autre côté une prise en charge familiale qui est quasiment du 1 pour 1. Le risque d'avoir une prise en charge qui est complètement familiale, c'est que d'un côté, effectivement, c'est un aidant familial, ça veut dire qu'il réduit pour la plupart son temps de travail, c'est souvent aussi des femmes, et ils sont aujourd'hui pas du tout accompagnés. Donc c'est pour ça que dans son dernier projet de loi, Michel Delaunay avait proposé une espèce de professionnalisation des aidants familiaux, ce qui installe un statut. Par contre, notre vrai sujet en matière de prospective sur les années à venir, c'est que là, c'est la génération baby-boom, la génération pivot qui prend en charge ses aînés. Demain, cette génération, évidemment, pivot, qui pourra prendre en charge ses aînés, sera aussi moins nombreuse. Et donc, on a un vrai sujet démographique d'une part, et puis de l'autre côté, un sujet aussi un peu économique, où on a besoin d'augmenter la force productive, la force des travailleurs sur le marché du travail. Et si de l'autre côté, effectivement, une partie de la population est obligée, en tout cas parce que par l'absence d'alternatives qui existe aujourd'hui, de prendre en charge ses parents, on impacte doublement la diminution de cette dynamique démographique qui nous manque aujourd'hui en France. Donc il y a un vrai sujet de ciseaux, d'effet de ciseaux qui arrive à terme. Okay, and maybe one last question before we move to the next subject, and after we open for questions. We've all been shocked by these pictures and that we've seen about the migrants recently in the international context. And for this demographic problem, one solution could be to change the immigration policy in some countries. So what can you tell us about do you think that France has an appropriate migration policy from an economic point of view? Okay, and what are the policies chosen by the other countries? And do you think that migration could be one partial solution to this demographic problem? Alors c'est vrai que la question de l'immigration a longtemps été, en tout cas en partie traitée d'un point de vue démographique face au vieillissement comme une solution qui pouvait venir pallier le déficit de population active et maintenir un ratio qui nous permettrait de ne pas vieillir, entre guillemets, de ne pas avoir le ratio de dépendance augmenté. Alors on a évidemment mené pas mal d'études économiques et des modèles de projection qui font qu'effectivement l'immigration ne peut pas venir pallier le vieillissement démographique en France. Par contre, le deuxième sujet, c'était que peut-être que l'immigration pouvait par contre venir répondre à des besoins en main-d'œuvre d'une société qui vieillit, notamment en termes de services à la personne. La France aujourd'hui a des flux migratoires qui sont relativement petits, c'est 100 000 par an en termes de flux nets, avec une comparaison qui, menée par Move Al Move sur ses travaux migratoires, compare la situation française en termes d'ouverture migratoire à celle du Japon. En face, on a effectivement moins de contraintes que des pays qui ont aujourd'hui mené de vraies politiques d'accueil et favorisant l'immigration, qui sont telles que l'Allemagne, où elle a des flux migratoires qui sont à peu près 4 fois plus importants. Sauf que l'Allemagne a une diminution réelle de sa population active. Elle a un besoin immédiat en termes de main-d'œuvre.
ce que n'a pas la France. Donc la France, d'un côté, elle a effectivement une double contrainte, où elle était terre d'accueil, où l'immigration a apporté économiquement à la France, et ça, c'est les travaux qui ont été menés par Hippolyte Dalmis, où il montre effectivement sur la séquence toute l'immigration, qu'elle soit économique ou familiale, a un permis, il y a des gains en matière de PIB par tête pour la France, sur toute la séquence qui est 1970-2010. Donc ça, on peut le montrer. Donc l'immigration a un impact économique positif. Et il y a eu un impact économique positif en France, même si elle était essentiellement familiale, donc pas choisie, entre guillemets. Aujourd'hui, si on s'ouvre effectivement sur une politique d'immigration choisie de type économique, elle sera évidemment porteuse, sauf que c'est pas... Est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on n'en a pas besoin? Il y a effectivement des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre, on a aussi un taux de chômage qui est élevé, et des difficultés à insérer d'un côté les jeunes et de l'autre côté les seniors. L'Allemagne en face a effectivement une vraie politique d'immigration active parce qu'elle a un déficit croissant de population active. Donc on n'est pas face aux mêmes défis. Et le Japon, de l'autre côté, a plutôt misé sur les robots et l'innovation plus que sur une immigration. Okay, thank you for those answers. And so we'll have to save time and to keep it on time, I suggest that we then pass the mic to Jean-Michel Ricard and that we take questions from the audience for two panelists at the same time at the end. So, Jean-Michel, from my point of view, you're a very special person because you're both a sports teacher and a risk manager. Je pense que tu es à la fois très spécial puisque tu es à la fois un prof de sport et un risk manager. Why am I saying this? Because part of what Jean-Michel has created is very useful to do some risk reduction and de la prévention des risques. And so I think that this is one of the key risk mitigating actions that one can choose. And so I would like, first of all, to tell you again that I'm very impressed by what you've achieved. Je suis très impressionné par ce que tu as accompli. And I would like you to basically tell us the story, briefly of course, but the story of Ciel Bleu, and also to explain by which means you can do this risk reduction. Ok, bah merci beaucoup. Alors juste pour vous prévenir, prof de sport, il y a plein de monde, on va être obligé de faire du sport ensemble. Donc vous ne pouvez pas vous échapper, on va fermer les portes au fond et à la fin de l'intervention, on va faire quelques mouvements ensemble. Vous allez voir, ça va vous faire du bien, on va partager un bon moment, c'est surtout ça le principal. Donc on a vu le jour il y a une quinzaine d'années, suite à une magnifique rencontre. Ciel Bleu est faite que de magnifiques rencontres. Avec un ami, Jean-Daniel Muller, on s'est rencontrés en STAPS. En STAPS, c'est la fac des sports pour devenir prof de sport dans les collèges et les lycées. Traditionnel, éducation nationale. On n'a pas voulu aller dans cette voie traditionnelle pour plein de raisons et on voulait servir de ce qu'on avait appris, l'activité physique, vraiment comme un outil de prévention universelle et de se dire que cette chose toute simple pouvait vraiment changer la vie des gens. On a commencé historiquement en direction de personnes âgées plutôt très fragilisées. On nous demande souvent pourquoi. Tout simplement parce qu'on avait une famille très proche de grands-parents autour et on en avait marre et on en a encore marre. Quand on parlait des retraités, on parle des retraités, ça coûte cher à la sécu, ça coûte cher aux retraites, comme si c'est juste une charge. Et pour nous, c'est plutôt une incroyable opportunité et je pense que nos politiques n'ont pas compris du tout pour l'instant. Et donc on a fait un stage de fin d'études à la fac dans une grosse association, dans une maison de retraite, pour proposer des activités physiques pour des gens de moyenne d'âge de 85-87 ans, plutôt très fraîches dans la tête, mais très dépendantes au niveau physique. Et ce stage qui devait durer 3 semaines a duré finalement toute une année, toute notre dernière année universitaire, parce que la rencontre avec les personnes, ça a été juste magique. C'était du gagnant-gagnant, c'était juste magique. Et au-delà de l'aspect physique, on voyait que ça leur changeait la vie. Et à la fin de l'année universitaire, les personnes nous ont dit ce serait bien de vous revoir l'année prochaine. Avec Jean-Daniel, on s'est dit c'est ce qu'on veut faire, on ne sait pas du tout comment on va le faire. Mais on leur a promis qu'on sera là 2 mois plus tard, au mois de septembre, à la rentrée. On a eu la chance que plein de gens bienveillants viennent nous rencontrer en nous disant est-ce que vous voulez qu'on vous donne un coup de main? On s'est tapé dans les mains, on a dit on va créer une structure ensemble.
Vous rentrez dans le conseil d'administration. Ciel Bleu a vu le jour un mois plus tard. On est une association loi Alsace-Moselle, parce qu'à Strasbourg, on a plein de choses différentes, hein, dont la loi associative. Et nous, avec Jean-Daniel, on a commencé comme bénévole au sein de Ciel Bleu. Et les 6 premiers mois ont été très très importants, très formateurs. La journée, on travaillait pour Ciel Bleu et la nuit à l'usine pour vivre tout simplement. Et on a essayé d'aller rencontrer tous les gens qui étaient capables de comprendre notre discours. Une activité physique adaptée qui deviendra un jour, de toute façon, quoi qu'on fasse, une offre thérapeutique à part entière. Que rester en bonne santé, ça doit rester un droit et pas devenir un luxe. Il y aurait plein de choses à parler des marchés des seniors et nous, je ne sais pas, si on considère notre grand-mère comme un marché, ça fait un peu bizarre. C'est peut-être aussi pour ça que ça ne marche pas en France, à d'autres pays. Et voilà, et donc on a fait le tour des popotes pendant 6 mois, on s'est pris toutes les portes qui pouvaient exister, parce que c'était louche que les jeunes s'occupent de personnes à la retraite. Les directrices et directeurs de maisons de retraite nous disaient « Oh là là, on a bien compris que c'est une nouvelle forme d'accompagnement, que le corps médical est à vos côtés, mais pour des gens de moyenne d'âge de 85, 87 ans, en plus une durée de vie de 24 mois dans nos établissements, on ne voit pas l'intérêt d'investir dessus. » Des choses très sympathiques. Nos activités devenaient payantes, malgré que l'accessibilité financière de nos actions pour les personnes les plus fragiles, c'est juste le cœur, le ciment de tout, et je vous en parlerai très très rapidement. Voilà, beaucoup de freins comme ça. Et un jour, il fallait le soutien du Conseil général qui gère à l'époque vraiment les budgets dans les maisons de retraite. Et donc, il ne souhaitait pas nous rencontrer. On allait voir ce président du Conseil général qui était maire d'une petite commune à côté de Strasbourg à la fête des pompiers. On l'a pris par paletot. On lui a demandé de nous donner 3 minutes pour expliquer Ciel Bleu. Et il a trouvé ça assez innovant. Il a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Et on lui a dit « Voilà, on a besoin de faire nos preuves sur le terrain. Donc, vous allez cofinancer pour tester nos activités pendant plusieurs mois dans une dizaine de maisons de retraite de Strasbourg. Et si ça marche, les établissements continueraient directement avec nous. » On a commencé quelques semaines plus tard, 6 mois pour faire nos preuves. Ça a été très très chaud au départ parce que les chefs d'établissement pensaient que c'était de l'animation à petit prix. Le personnel soignant ne comprenait pas forcément ce qu'on faisait. Et finalement, au bout de 6 mois, 11 établissements sur 12 ont continué. Et surtout, c'est une anecdote, après j'accélérerai l'aventure Ciel Bleu, mais c'est une anecdote très importante pour nous. Le 12e chef d'établissement nous appelle en nous disant voilà, il faut que vous reveniez tout de suite. Il ne souhaitait pas continuer pour plein de raisons, mais là, il dit vous revenez tout de suite et je vais me débrouiller, vous continuez. Donc on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit j'ai 3 soucis. Le premier, c'est que j'ai les dernières nouvelles d'Alsace aux portes de mon établissement et qui me demandent pourquoi Ciel Bleu n'est plus là. C'est on va dire la presse locale strasbourgeoise, donc on était assez étonnés parce que ça venait pas de nous. Et il dit le deuxième souci, c'est que j'ai une pétition des résidents, du personnel soignant et des familles pour que vous reveniez. Et là on lui dit mais alors le troisième souci c'est quoi? Il a dit tout simplement les gens sont en train de faire une sorte de grève, j'ai jamais vu ça dans mon bureau, en ce moment en face de moi, donc vous revenez tout de suite. Voilà, c'est juste une anecdote, mais c'est comme ça que Ciel Bleu s'est développé, c'est-à-dire que les bénéficiaires directs ou indirects, les enfants, les petits-enfants, les partenaires très proches, bénéficient des actions et en même temps portent ce message. Derrière, on a eu la chance que le corps médical vienne nous voir très rapidement en nous disant vous avez des discours totalement décalés pour des profs de sport, vous parlez de complémentarité, vous parlez déjà, à l'époque on parlait de la prescription d'activité physique sur ordonnance et on a monté beaucoup de programmes en maison de retraite pour des personnes spécifiques, pour atteindre la maladie d'Alzheimer, enfin voilà, beaucoup de choses. Après, on a développé en France, avec la sécurité sociale, les premiers programmes de prévention des chutes, suite à des critères de fragilité, le décès du conjoint, l'isolement géographique, une hospitalisation. Et ça a eu un impact très très important sur la vie des personnes. Et je vous en parlerai parce qu'il y a une étude qui vient d'être publiée dessus. Et petit à petit, à la demande pas des pouvoirs publics, parce qu'en France, les politiques n'ont pas compris ce qu'on fait encore, mais de la société civile, d'un certain nombre de médecins, les kinés, enfin voilà, on a eu des demandes un peu partout et de différents publics en fragilité. Et petit à petit, Ciel Bleu s'est développé et on est devenu un groupe associatif qui intervient tout au long de la vie avec un outil unique qui est l'activité physique adaptée et une mission prioritaire, l'accessibilité financière. Très rapidement, il y a plein de structures dans la nébuleuse Ciel Bleu maintenant. Il y a plusieurs publics. Le premier, c'est les personnes à la retraite en établissement. Et maintenant, en France, on intervient sur plus de 40% des établissements en France chaque semaine. Et hors établissement, plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais qu'en partenariat. Donc en partenariat avec à peu près toutes les caisses de retraite, une trentaine de mutuelles et d'assurances,
les agences régionales de santé, la CNAV en France, mais les petits frères des pauvres, la Croix-Rouge française, enfin voilà, jamais tout seul. Après, ça a été les personnes en situation de handicap physique, parce que ces personnes vieillissent de plus en plus, c'est une bonne chose, mais il n'y a juste rien qui est adapté pour eux. Et donc, avec un certain nombre de médecins, surtout des hôpitaux Necker, on a monté un certain nombre de programmes pour des personnes en situation de handicap mental et handicap physique, pour que notre outil soit un vecteur de santé au quotidien pour les personnes, mais aussi pour les familles, en formant les frères et sœurs, les parents, les médecins, les infirmiers qui suivent ces personnes-là. Et le dernier axe très très important, qui est notre cheval de bataille, c'est, on a parlé tout à l'heure sur les maladies chroniques, c'est comment on va comprendre que l'accompagnement des maladies chroniques, ce n'est pas juste des médicaments et des piqûres, que l'activité physique, c'est une offre thérapeutique à part entière, et que comment on va lier voilà, ce que porte le corps médical, l'offre thérapeutique, et une offre thérapeutique non médicamenteuse, main dans la main, dans le secteur hospitalier et à la sortie. Et c'est ce qu'on a développé depuis à peu près 3 ans et demi pour des personnes atteintes d'un mal d'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, VIH, surpoids, diabète, obésité et cancer. Je vous donnerai 2 exemples. Un, au niveau du cancer, sur un programme qui a été l'un des programmes phares dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer il y a 2 ans et demi. On a Pardon. On a lancé une marque avec l'Institut Curie à Paris, qui est très simple, on va dire. Et cette marque s'appelle le programme Active. Et toutes les femmes qui sortent de Curie suite à un cancer du sein ont un bilan médical de fin de traitement, un bilan physique fait par nous, très très particulier. Et derrière, préconisation ou prescription d'activité physique à taux d'intensité très particulier, plus de 70%, parce que c'est un cancer hormonal. Et l'apport de l'activité physique est juste essentiel pour démontrer que ça permet de limiter par 2 le taux de récidive. C'est ce qu'on a déjà démontré. Et avec un changement de comportement à 2 ans à plus de 85%, c'est juste magique. Ce qui est fait dans ce cadre-là est fait sur le cancer colorectal avec les hôpitaux de Marseille. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais aussi une autre problématique où l'entrée de cette maladie se situe vers entre 50 et 55 ans pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. On intervient avec les associations de patients en France et on a lancé un gros programme de recherche il y a à peu près 2 ans avec l'INSERM en Alsace, les neurologues, tous les neurologues alsaciens et les hôpitaux de Strasbourg, et toutes les personnes diagnostiquées sclérose en plaques au début de la maladie sont envoyées dans nos activités, et en même temps il y a un programme de recherche qu'on mène dans ce cadre-là, et on est en train de démontrer qu'une activité physique au début de la maladie permet de rallonger le temps entre chaque poussée inflammatoire. Donc un gain en qualité de vie, ça change juste la vie, et aussi en prise de médicaments. Voilà, et donc le groupe associatif Ciel Bleu a aussi travaillé, enfin c'est aussi lancé dans le vieillissement au travail, avec un modèle économique particulier. C'est une entreprise commerciale 100%, mais qui appartient à Ciel Bleu, l'association mère, et pour travailler sur le vieillissement au travail et sur toutes les problématiques de santé qui, à la retraite, impactent énormément les gens. Et vous avez peut-être dû entendre parler, il y a à peu près 3 ans, 4 ans, on a lancé les programmes d'échauffement sur des chantiers du BTP chez Bouygues, voilà, à la prise de poste. Ça a eu un effet sur les 100 chantiers où on a intervenu durant cette année-là, une baisse du taux d'accident de travail de 60 à 80% selon les chantiers, et un tiers d'arrêt maladie en moins. Voilà. Et ces programmes se développent dans plein de domaines d'activité. Et maintenant, le groupe associatif Ciel Bleu en France, c'est à peu près 450 salariés, un peu plus, et plus de 100 000 bénéficiaires chaque semaine sur 4 500 lieux d'intervention. Et il faut savoir que cette aventure collective pour le bien commun, parce que ça appartient à personne, c'est quelque chose de très très important. Voilà, il est en train de se développer à l'étranger avec des petites sœurs en Belgique, en Irlande et en Espagne, où il y a à peu près 150 personnes qui interviennent pour les associations ou fondations Ciel Bleu dans ces pays, à peu près 20 000 personnes touchées. Et l'objectif, c'est de se dire comment on crée de l'emploi au niveau local avec des programmes qu'on construit avec le corps médical et en même temps qui changent la vie des gens et qui permettent de faire des économies au niveau des pouvoirs publics. Je finirai sur 3 études. Comme il y a beaucoup de... pendant ces 3 jours, il y a eu beaucoup de chiffres. On est un peu impressionné pour des preuves de sport quand même. Et je vous parle juste de 3 études. Une qui a été faite par McKinsey. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte de conseil qui aime beaucoup ce qu'on fait et qui font pas mal d'études. Et il y a 2-3 ans, ils ont fait une étude d'impact économique de nos activités sur le diabète de type 2 et les fractures. Et ils ont démontré, en France et dans les autres pays européens, mais là je vous parle sur la France, que si on généralisait Ciel Bleu, notre méthodologie
à cette population cible, ça permettait d'économiser à peu près 79 milliards d'euros sur 8 ans. Donc ça n'a pas été relayé en France, mais par contre ça a été relayé par l'OMS, l'OCDE. Il y a eu plein de trucs très très sympas au niveau international, ce qui nous a permis d'être auditionnés dans le cadre de la réforme de santé d'Obama aux États-Unis. Enfin voilà, c'est des choses assez marrantes. Une deuxième étude qui a été faite avec la Commission européenne, et là sur des personnes âgées en maison retraite, ça s'appelait Happier, voilà, le sourire toujours, et c'était quantifier l'impact de l'activité physique auprès de résidents en maison retraite et du personnel soignant. Dans les 4 pays européens, on était présents. Voilà, les résultats sont assez étonnants. C'est à peu près un tiers de chute traumatique en moins. 25% des personnes arrivent à prendre une douche au bout de quelques semaines toutes seules de nouveau. Près de 40%, il y a une amélioration du déplacement et près de 50% arrivent à manger toutes seules. Voilà. Et ils ont fait juste une petite étude économique à la fin, juste en termes de chute. Si on généralisait cette méthodologie sur toutes les maisons de retraite en France, ce qui n'est pas beaucoup, hein, c'est 600 000 personnes, ça permettait d'économiser en moyenne entre 500 et 750 millions d'euros. Voilà. Et je vous donne le dernier exemple qui vient d'être publié avec l'INSERM, un programme qui s'appelle OSEBO, c'était la prévention des fractures pour les femmes depuis 75 ans, qui vient d'être publié dans le BMJ, British Medical Journal, il paraît que c'est chouette. Et donc ce programme qui a duré 5 ans, a démontré, grâce à une activité physique hebdomadaire très très particulière, une baisse du nombre de chutes traumatiques de 25%, un nombre de prises de médicaments qui a chuté d'une façon énorme et le nombre d'hospitalisations aussi en baisse très très sensible. Voilà. Et l'objectif, c'est toujours de se dire, ce que je vous ai présenté en termes de chiffres, c'est du marketing, c'est juste pour convaincre les gens qui ne sont pas encore convaincus. Pour nous, c'est le plus important, c'est les gens, c'est le changement de comportement et de se dire que cette toute petite chose peut vraiment changer la vie. Okay, thank you, Jean-Michel. I think we have time for questions before the sports session. So I now open the floor for questions or remarks. Can see that Christian might be worried because in his models the health state becomes worse and worse, and with those guys it can go back, so you can create big mathematical issues by helping people for mathematicians probably. But David, you had a remark before? Yes, I'd just like to some observations and a question for the first speaker. About a year or so ago, Angela Merkel made the statement that Europe has something like 10% of the world's population, 25% of the world's GDP, and 50% of the world's welfare benefits. And so it also has declining fertility, and as we've all said, rapid aging. And so one of the solutions, as you put forward and we were discussing earlier, is immigration. But a British academic called Paul Collier from Oxford University says that one of the implications of immigration is that there is a reduced willingness by the immigrant population to pay welfare benefits to an elderly population for which they don't really have any social solidarity or social connection. So one of the possible implications of all this is a massive reduction in welfare spending in Europe. And given the other problems that were discussed by your other colleague about the high costs of long-term care and the cost of injuries in elderly and the cost of the welfare benefits of Alzheimer's and so on, is what are the kind of dynamic consequences of all this for the kind of European welfare state that is at the heart of the European Union? That would be my question. I know. J'ai vu cette étude effectivement sur le fait que, alors du coup ce sera en français la réponse, hein, sur le fait qu'effectivement trop de
en tout cas le mix entre des populations locales et des populations étrangères fait qu'effectivement les populations locales sont moins désireuses de contribuer au système de solidarité. Alors, c'est vrai avec effectivement des populations étrangères et c'est vrai d'une manière générale aussi en France, tout le débat sur les conflits intergénérationnels entre ceux qui estiment effectivement qu'ils ont droit à un certain niveau de vie en retraite et à la prise en charge de la dépendance, et les jeunes qui estiment qu'effectivement le contrat social en France est rompu. Donc il y a cette double question qui achoppe, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'en période de faible croissance ou de crise, on a ce repli, cet entre-soi. Alors c'est vrai sur la question qui est celle de l'immigration, mais c'est aussi vrai d'une manière générale sur des Français qui sont français, qui n'ont pas juste, qui ont juste des droits qui sont différents. Et donc c'est vrai que le sujet que vous posez, il est un peu clé parce que ça donne une vision un peu... Ça souligne en tout cas le risque effectivement de faire appel trop fortement peut-être à l'immigration sans politique d'intégration ou sans discours qui l'accompagne. Et ça, c'est un vrai risque. Mais j'allais dire, c'est pas tellement... C'est plus dans la communication, je pense, que dans le fait en lui-même d'avoir des étrangers. Et le fait d'avoir des étrangers et une population locale, si effectivement ça se mélange bien, ça pose pas de sujet. Le vrai sujet, c'est quand effectivement on a l'impression que la population étrangère vient rogner ou vivre au crochet d'un système financé par une population locale qui a déjà un peu de mal. Mais ça, c'est d'une manière générale, ce débat-là, on peut aussi l'avoir en matière intergénérationnelle entre ce qu'on estime aujourd'hui être la génération dorée et la génération sacrifiée. Donc entre les retraités qui sont là actuellement et la jeune génération qui intègre sur le marché du travail. Sur le deuxième sujet du financement effectivement des risques de fin de vie ou du risque de dépendance, on a en France effectivement le coût de la dépendance aujourd'hui, je crois que c'est 1% du PIB. Sur les estimations très modestes, ça doit être 2% de PIB à l'horizon 2060. Tout le débat qu'on a derrière, c'est qu'aujourd'hui, c'est des estimations qui sont essentiellement basées sur ce que donne l'État, qui est des dépenses d'APA, de prise en charge de la dépendance physique sur une grille GIR qui est un peu contestée parce que justement, elle ne permet pas de prendre en compte toutes les situations de dépendance. L'enjeu à venir, c'est les travaux qu'on a menés justement avec la Fondation Médéric Alzheimer, c'est cette sous-estimation de la dépendance cognitive. Si aujourd'hui, effectivement, sur le côté dépendance physique, et je pense que l'association Ciel Bleu le montre, il y a un vrai sujet d'action en matière de prévention. Effectivement, que les gens s'alimentent mieux, fassent du sport, et on a vu qu'il y avait des vrais résultats qui sont, d'une part physiques et d'autre part économiques. Sur le côté de la dépendance cognitive, aujourd'hui, on ne sait pas prendre en charge la dépendance cognitive. C'est une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a un coût qu'on mésestime et qui a effectivement aussi, de l'autre côté, probablement quelques problèmes d'analyse et de diagnostic, et de l'autre côté, un vrai sujet de prise en charge, dont le coût n'est absolument pas dans les chiffres aujourd'hui. Donc ça, c'est le vrai risque sur les années à venir, de voir augmenter une dépendance cognitive. Mais c'est vrai pour la dépendance physique, et je pense que ce sera vrai aussi pour la dépendance cognitive, il y a énormément d'enjeux en matière de prévention. Et le sujet aujourd'hui économique, en tout cas pour nous, c'est de mesurer la rentabilité de la prévention physique avec effectivement des exercices, et de l'autre côté cognitive avec effectivement une stimulation intellectuelle. Et ça, c'est ce qu'on a du mal à mesurer. Donc je pense que tous les assureurs et tous les mutualistes sont un peu sur les sujets, avec beaucoup de prévention sur la période d'activité et en entreprise. Par contre, aujourd'hui, on est peu capable de dire quels sont les taux de rentabilité qui sont derrière. Mais en tout cas, on sait en partie, grâce à des associations type Ciel Bleu, que c'est efficace. We have time for one question? Yes, you sure? Go ahead. Okay. So, Alzheimer's disease is one of the major causes of long-term care needs. It is a huge phenomenon. In 2015, there will be more than 100 million persons in the world with this disease. So my first question is for Hélène. Do there exist a study for the economic impact in France? And my second question is for Jean-Michel. Actually, I am working with Stéphane Loisel on several projects, and sometimes, but not all the times, he forgets the deadlines. So I am very anxious, and I would like to know what sort of exercise I could propose him. I'm sorry, I only gave you one question. I would like to be sure that he did not forget. He won't forget the deadlines. So.
What's your name again? Juste sur le sujet d'Alzheimer, c'est vrai que c'est une étude qu'on est en train de mener. Donc on est sur une première étape avec la Fondation Médéric Alzheimer, où on essaye d'estimer, en tout cas de mieux évaluer le coût de la dépendance cognitive. Donc on est dans une première étape où on essaye déjà d'analyser et de caractériser la dépendance cognitive dans les chiffres et dans les faits, ce qui est un peu difficile parce qu'aujourd'hui dans la grille Agir, les deux sont mélangés. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette maladie est largement sous-estimée. Et c'est vrai que Alzheimer en propre est souvent remixé avec tout ce qu'on... Enfin, c'est lié à effectivement les maladies neurodégénératives. Et ciblé spécifiquement à Alzheimer, c'est aujourd'hui assez compliqué. Par contre, sur les estimations, en tout cas en France, on dit qu'il y a effectivement à l'horizon 2040, on va être 2 millions. 2 millions, c'est énorme. Et puis en même temps, on ne sait pas bien parce que les projections démographiques aujourd'hui, ce qu'elles donnent, c'est qu'effectivement la dépendance physique, on a des solutions pour. Effectivement, de type prévention, et on a aussi des innovations médicales. Parce qu'effectivement, des prothèses de la hanche, ce genre de choses, c'est beaucoup moins coûteux et puis beaucoup plus facile à mettre en place aujourd'hui. Du côté de la dépendance cognitive, on n'a pas de solution médicamenteuse aujourd'hui. Donc si demain, effectivement, la recherche avance et trouve une solution contre Alzheimer, on est à peu près sûr qu'une autre maladie va survivre derrière. Donc le vrai sujet de la dépendance cognitive, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui est peu adaptée, en tout cas en matière de services en face, et donc le coût est difficilement mesurable. Est-ce que demain, le coût de la prise en charge d'une personne sera toujours le coût d'une infirmière 24 heures sur 24 ou d'une aide-soignante? On n'est pas sûr, parce qu'il y a énormément d'innovations technologiques qui sont derrière. Qui vont... mais c'est vrai que c'est des innovations dont personne n'a mesuré aujourd'hui la rentabilité ni la practicabilité, qui sont, je ne sais pas, des espèces de parquets qui mesurent effectivement la chute en cas de choc et qui préviennent quelqu'un. Donc il y a énormément d'innovations, mais dont on ne sait pas encore si à terme elles seront viables et si vraiment elles peuvent remplacer une présence humaine. Donc on a un double enjeu économique derrière en matière d'innovation, mais sur un segment qui est relativement petit, mine de rien, même si effectivement la maladie en elle-même, elle est désastreuse parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution thérapeutique. Et puis, mais de l'autre côté, l'innovation, elle arrive. Est-ce qu'elle peut se généraliser? Honnêtement, enfin, en tout cas, nous, aujourd'hui, on ne voit rien. Mais il y a énormément d'innovation sur le terrain, par contre. Okay, thank you. I'm not going to let Jean-Michel answer the second question that I already forgot anyway. Due to time restrictions, of course. We've seen, I think that we've had very interesting inputs on this topic, and probably long-term care and longevity are tightly linked. And I hope that in the final session after the break, we're going to get inputs from practitioners, not only on the way longevity risk can be transferred, but maybe also a few words about how long-term care issues could be also embedded in some risk transfers, maybe not now, but also in the future. So that's a question I would like to ask in advance to the three last speakers. And to conclude, I leave the mic and the room to Jean-Michel for the final sports session. Avant un peu de sport, et on part pas avant, juste pour vous dire par rapport à tous ces sujets, c'est super important pour nous, et justement, ce mois-ci voit le jour l'Institut Ciel Bleu, et l'Institut Ciel Bleu, c'est un laboratoire, c'est un pied de nez au laboratoire pharmaceutique qui nous pose pas mal de soucis depuis quelques années, et qui va lancer des offres thérapeutiques non médicamenteuses. Et donc dans 3 ans, vous allez sur tous les bureaux des médecins en France et les pays où on sera présent, vous pourrez trouver, beaucoup de gens connaissent le Vidal rouge, le dictionnaire des médicaments, mais il y aura le Vidal bleu, ce sera le dictionnaire de la prescription d'activité physique, et vous pourrez aller voir votre médecin, et selon les problématiques de santé, il vous préconisera des activités à 10 km à la ronde, labellisées Ciel Bleu, et d'autres partenaires aussi, pour proposer une alternative aux tout médicaments. Voilà. Bon, maintenant, un petit peu de sport. On va rester assis, attendez. Je vais prendre une chaise. Hop, on va commencer. Ça va bien se passer, ne vous en faites pas, hein. Tranquille. Bon. On va écarter bien les jambes. Ah oui. On va commencer par une petite chose toute simple. Vous savez, en général, les adultes ne savent pas respirer. Ceux qui savent bien respirer, c'est les bébés, les nourrissons.
Tout simplement, c'est que quand, en général, nous, quand on inspire, on creuse le ventre, on monte les épaules, on se bloque, et quand on souffle, on relâche. Les nourrissons, quand ils inspirent, ils gonflent le ventre. Donc vous allez poser les mains sur le ventre, tranquille. Vous allez inspirer par la bouche et gonfler votre ventre. Allez, on doit sortir. Montrez votre bedaine. Et quand vous soufflez, soufflez longtemps, on souffle toujours plus qu'on inspire, et vous creusez. Et vous avez bien le dos. Voilà. Et on inspire. Et soufflez. Allez, encore une fois. Et on peut le faire en même temps. Hein. Et voilà. Maintenant, les mains sur les genoux. On va juste un peu se relâcher les épaules. Au bout d'un moment, quand on est assis, on a souvent mal à la tête. C'est tout simplement des contractions qui se passent au niveau du cou. Donc vous allez tout simplement inspirer, comme on a fait avant. On gonfle et souffler, vous allez relâcher. Regardez, vous faites glisser devant et vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Si vous allez chercher vos pieds, c'est parfait. Sinon, c'est pas grave. Et quand vous avez fini de souffler, on inspire, on se redresse. Et petit à petit, on se redresse et on finit. Voilà. Et on inspire et on souffle. Allez-y encore une fois. C'est pas une vidéo, c'est un film. Super. Allez, maintenant on se lève. C'est parti, quand même. On écarte un petit peu les jambes. Voilà. On va faire quelque chose de très très simple. On va mettre les mains au niveau des épaules. Gonflez le ventre. Soufflez. Tendez. Et par contre, vous bloquez vos épaules en arrière. Ça veut dire que vous ne laissez pas comme ça. Vous les bloquez. Voilà. Et on inspire. Et on pousse. Et en même temps, vous pouvez descendre un peu dans les jambes. Et là, on est bien. Allez, on inspire. Et on souffle. Après, les vidéos vont se retrouver sur YouTube. Ça va valoir du pognon, moi je vous dis. Voilà. Maintenant, on se relâche. On va mettre les mains devant la chaise. On va faire quelque chose de très simple. On va monter les orteils. Inspirez. Et soufflez. Vous faites ça 2-3 fois tranquillement, bien relâché. Et maintenant, quand vous relâchez, vous allez mettre les fesses en arrière et on est sur les talons. Vous voyez, on relâche sur les talons. Ça doit tirer un peu derrière. On inspire, on se grandit. Et on ne triche pas, s'il vous plaît. Et on souffle, on relâche. Allez, mettez les fesses en arrière. Vous montrez vos fesses à vos voisines et voisins de derrière. Et voilà. Encore une fois. Claude, I see you. This is on the record. Voilà. C'était juste une toute petite chose. Et ce qui est important, c'est qu'on a partagé juste un bon moment ensemble. C'est ça le plus important. Merci à vous. Merci beaucoup.